Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à dire non à nos enfants? Pourquoi est-ce que ça nous travaille après, dans la culpabilité, dans le doute, dans le regret, dans le peur d'être trop ferme? Cette question de dire non à nos enfants ou aux autres adultes, elle est centrale dans la vie de famille et même dans la vie professionnelle. J'ai animé un atelier sur dire non avec assertivité à des entrepreneurs et on a beaucoup évoqué ce sujet-là. Je te propose ainsi ce replay de l'épisode 61, un peu vintage, avec une qualité de son un peu moindre, et je te souhaite une très belle écoute pour mettre au point pourquoi tu dis aussi peu non alors que tu devrais le faire. Très belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 61 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de la difficulté de dire non. Vous m'avez fait beaucoup de retours sur le fait de dialoguer en CNV, c'était l'épisode 27, sur le dialogue dans le couple aussi, c'était l'épisode 41. Et aujourd'hui, on va alterner un petit peu cette notion de communication, de dire non, à la fois à nos enfants et à la fois aux personnes autour de nous. Donc ça va être un épisode à 2 lectures possibles. Vous allez pouvoir écouter l'épisode en oreille de parents concernant le dire non par rapport à nos enfants et en oreille d'adultes par rapport à d'autres adultes avec lesquels peut-être vous auriez quelques difficultés à dire non également. La question de dire non, elle s'impose très vite quand on est parent parce que notre enfant, on aimerait tellement être à l'écoute tout le temps de ses besoins, de ses désirs, de ses envies qu'on aimerait lui dire oui tout le temps parce que pour nous, oui, c'est une manière d'accepter, d'ouvrir, d'être dans l'accueil, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir. Et quand on lui dit oui, il a toujours un grand sourire, notre enfant, il accepte, il accueille, il est heureux. Et les premières fois où on va commencer à lui dire non, où on va poser des limites, où on va fermer la conversation, où on va l'empêcher d'accéder à une situation de plaisir ou de satisfaction, même si on sait que c'est pour son bien, nous, adultes, on va avoir cette petite pensée étincelle désagréable qui va nous titiller dans notre cheminée des émotions, qu'on est en train de le rendre triste, qu'on est en train de le frustrer, qu'on est en train de le décevoir. Et ce qu'on va revisiter aujourd'hui, c'est justement cette petite pensée étincelle qu'on a tous eue, qu'on a encore parfois, de croire que quand on dit non à notre enfant, que quand on dit non à notre collègue pour l'aider dans son dossier, que quand on dit non à un ami pour son déménagement, que quand on dit non à notre partenaire pour se répartir la liste de tâches ou d'aller prendre les courses, etc. Vous pouvez vraiment remplir les petits pointillés de toutes les situations où, cette semaine, vous avez eu du mal à dire non à quelqu'un. C'est parce que dans notre tête, on a eu peut-être peur de décevoir, peut-être peur de frustrer, peut-être peur de rendre triste quelqu'un. Et cette pensée étincelle, de croire qu'on va avoir un effet dans sa cheminée des émotions à lui, donc à l'autre, qu'on va lui créer une flamme désagréable pour sa vie intérieure, pour sa vie émotionnelle, personnelle, ça c'est une projection. On ne va pas du tout être responsable de ce que l'autre entend, accueille, ressent et croit. L'important, quand on est adulte, quand on est parent, quand on est accompagnant, ça va être d'exprimer exactement ce qui nous paraît juste
cohérent, stable, utile, essentiel, sans savoir ce que l'effet sur l'autre va donner. On peut imaginer par l'habitude quel est l'effet de ce qu'on va dire. On peut reformuler notre façon d'expression pour que l'autre le prenne moins mal. Mais dans l'absolu, on ne pourra pas agir sur la tristesse, la déception ou la colère de celui qui va recevoir le message non. Et être l'émetteur du non peut nous paraître inconfortable. Si on était sûr que ce non ait vraiment beaucoup de sens, de poids, d'influence et de conséquences positives, il nous serait plus facile, plus confortable de pouvoir l'exprimer à l'autre. Donc vous entrevoyez déjà 2 solutions. Se détacher de l'idée qu'on est responsable des émotions de l'autre qui va recevoir le non. Ça va être une première piste. Et la deuxième piste, ça va être de comprendre à quel point c'est essentiel pour nous, utile de dire ce non, parce que de notre côté, dans notre vie à nous, dans notre cheminée des émotions, ce non est indispensable. Donc on est sur 2 collines différentes, comme toute situation de communication. Sur la première colline, il y a nous, notre vie, notre arc-en-ciel des besoins, notre cheminée des émotions, et donc le non qu'on est en train de formuler. Et sur l'autre colline, on a notre enfant, notre partenaire, notre collègue, notre ami, notre patron, qui est sur sa colline avec son arc-en-ciel de besoins, sa cheminée des émotions, et qui va entendre ce non. Quand on est sur notre colline, on ne va pas présumer de tout ce qui va se passer sur sa colline à lui. Alors bien sûr, si on est empathique, on a envie de le faire. Si on est empathique, si on est sensible, on a très envie d'atténuer, de nuancer, d'adoucir les effets du non dans sa cheminée à lui. Bon, si c'est quelqu'un vraiment qui nous est pas très proche, on va peut-être avoir moins envie de nuancer. Mais dans les faits, quand ça concerne nos enfants, on a envie déjà d'apaiser, avant même de dire le non, les effets que le non va avoir sur sa vie. Donc on va décortiquer ça aujourd'hui. C'est un moment difficile à entendre, c'est un moment difficile à dire, et on peut peut-être déjà, en première piste, se demander comment nous, on réagit quand on nous dit non. Comment vous ressentez le fait d'entendre non quand vous avez demandé un service, quand votre partenaire répond à votre proposition de week-end, de vacances, de sortie? Est-ce que quand vous entendez non, vous arrivez à scanner l'émotion qui vous vient? Je vous fais un petit refresh de ce que je travaille avec les mamans dans Emotizen. Quand j'entends le non, c'est le déclencheur factuel neutre. Le mot non arrive par mes oreilles, peut-être que je le vois écrit aussi. Donc la situation qui est devant moi rentre par mes capteurs sensoriels. Ensuite, ce mot non, il passe par le filtre de mes pensées, étincelle, et ce mot non, peut-être qu'il va réveiller la pensée de « Oh, il exagère, c'est pas juste, mais pourquoi quand même avec tout ce que j'ai fait? Mais non, moi je croyais que c'était bon. » Donc il va réveiller notre cerveau, notre compréhension de la situation, le sens qu'on mettait à la relation, les impressions qu'on avait avant même que la réponse arrive, et ça va toucher à notre arc-en-ciel de besoins. Peut-être notre besoin de résultat, de connexion, notre besoin de détente, notre besoin d'accomplissement. Donc je ne vais pas vous refaire les 166 besoins, mais à ce moment-là, quand on entend le non, ça réouvre la voie à tout ce qui clignotait chez nous, ce qui déclenche donc une flamme dans notre cheminée. Est-ce que c'est une flamme de tristesse d'entendre ce non? Est-ce que c'est une flamme de colère? Est-ce que c'est une flamme de déception? Est-ce que c'est une flamme de frustration, de culpabilité, de honte? La honte parce que nous, on aurait toujours dit oui et que là, on a honte. Donc, toutes ces pensées étincelles qu'on va se répéter, qu'on va imaginer, qu'on va revisiter quand l'autre nous dit non, c'est tellement délicat à vivre que quand on est mal à l'aise avec le fait que quelqu'un nous dise non, le moment où ce sera à nous de dire non, on aura encore ce bagage dans notre cheminée. Ce sera une petite braise parce qu'il y a eu des non dans notre vie qu'on n'a peut-être pas encore complètement digéré. Il y a eu des non qui ont laissé des cicatrices sur notre manière de voir la vie. Alors, il ne s'agit pas de tout mettre
dans une proportion démesurée. Mais quand on commence à dire non à notre enfant, parfois, ça réactive des choses qui nous ont fait un peu mal quand on nous a dit non. Donc, pour désamorcer cette braise-là, on va reformuler au maximum les raisons pour lesquelles on dit non, non pas pour la personne en face, mais pour nous assurer que ce non a un sens, est utile et est essentiel par rapport à ce qu'on comprend de notre vie actuellement. Pour prendre un exemple vraiment très facile, quand notre enfant s'approche de la prise électrique et va mettre ses doigts dedans, on n'est pas en train d'hésiter à dire non. Parce que tout de suite, le déclencheur, c'est mon enfant s'approche de la prise, j'ai peur pour lui, je veux qu'il soit en protection, en sécurité, que son corps soit indemne, je vais m'approcher de lui, je vais lui dire non. Et avec cet exemple, très précisément, on ne va pas déclencher de flamme de culpabilité de lui dire non, on ne va pas déclencher de flamme de honte ou de colère ou de tristesse, parce qu'on le sait pourquoi on lui dit non. On a le but et l'objectif bien en face de nous, on veut le protéger, on veut qu'il soit en santé, en sécurité, et qu'il ne lui arrive rien. Et comme c'est très clair pour nous, dans notre façon de dire non, de poser le regard, d'appuyer, d'affirmer notre non-verbal avec ce non, ça va être très clair pour l'enfant qu'il n'y a pas de négociation possible, que c'est comme ça, qu'on a les clés de compréhension qu'il n'a pas encore, et ensuite, quand le danger sera écarté, on pourra reformuler, on pourra expliciter, on pourra poser des mots suivant l'âge de l'enfant en disant « cet endroit est dangereux », tu peux mettre tes doigts à tel endroit, rediriger l'attention vers un autre support, vers une autre activité, vers un autre jeu qui ne mettra pas en danger le corps, l'intégrité physique de notre enfant. Donc dans cet exemple-là, vous voyez que les flammes sont facilement apaisables. Je pense que c'est un adjectif qu'on va créer ensemble. Donc on peut redescendre nos flammes d'émotion de manière à ce que notre cerveau ne nous envoie pas trop de scrupules à dire non. Mais pour des situations où vous hésitez, où vous vous dites « Ah, ça lui ferait plaisir quand même si je disais oui pour qu'il aille dormir chez son copain samedi prochain. » Mais en même temps, s'il va dormir chez son copain samedi prochain, ça veut dire qu'il faut l'emmener, ça veut dire que je ne pourrai pas faire la sortie avec ma copine, je vais devoir rogner sur mon temps personnel. Et là, vous hésitez parce que vous mettez en balance ses besoins et ses envies à lui, son plaisir à lui d'enfant, et la capacité à mettre aussi dans l'emploi du temps une partie des choses qu'il y avait déjà à faire sur la to-do list, à des besoins qui avaient déjà à nourrir sur vos rayures qui clignotaient. Et là, ça devient plus délicat de dire non parce qu'on hésite à favoriser les besoins de nos enfants par rapport aux nôtres, ou qu'on hésite à favoriser les besoins de notre partenaire par rapport aux nôtres, ou qu'on hésite à favoriser les besoins de notre collègue, patron, belle-mère, etc. par rapport aux nôtres. Et là, il va être utile de refaire un petit scan. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Est-ce que le plus important pour moi à ce moment-là, c'est de faire plaisir à l'autre ou de vérifier que moi, je suis en équilibre raisonnable pour éviter de crier sur tout le monde si mes besoins ne sont pas assez nourris. En communication non violente, on parle de ressources d'auto-empathie. Pour pouvoir accepter que les autres prennent du plaisir, soient en autonomie et leurs ressources bien comblées, c'est un projet, c'est un objectif en tant que parent qui nous est très honorable, facile à imaginer. Par contre, le fait que nous, on soit en train de clignoter comme si notre portable était déchargé, on peut des fois le mettre de côté en se disant « Oui, je verrai ça plus tard, c'est pas grave, je vais lui dire oui et puis je m'arrangerai, je vais lui dire oui et puis je le ferai en supplément, ou je dormirai moins, ou je vais lui dire oui et puis tant pis pour mon cinéma, ou tant pis pour mon bain chaud, je vais renoncer. » Et là, on s'avance vers l'auto-empathie n'est plus respectée. Ça veut dire que je renonce à mes propres envies, plaisirs et besoins, au détriment donc de mon équilibre intérieur, pour faire plaisir à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai reçu en héritage, le faire plaisir ? On l'a vu la semaine dernière dans l'épisode de l'identité. Est-ce qu'on se met en référence intérieure de quoi j'ai besoin moi pour
avancer dans ma vie et ne pas être à sec, ne pas être en panne de carburant et d'énergie, ou est-ce que je continue à faire plaisir parce qu'on m'a toujours dit quoi faire, comment faire et aider les autres et prendre soin et tout ça. Et c'est pas innocent que je vous dise ça sur un podcast sur la parentalité, c'est que quand on devient parent, on peut avoir tendance à vraiment s'effacer dans nos propres besoins au profit de ceux de notre enfant. De la même manière que quand j'étais enseignante, je faisais beaucoup de choses pour mes élèves, pour avancer le projet, pour terminer le programme, au détriment de ma santé mentale, au détriment de mon sommeil et au détriment de mon équilibre personnel et familial. Ça me paraissait important, urgent, essentiel de faire ce projet-là, remplir ce formulaire, renvoyer ce mail, faire ce compte-rendu de synthèse avec la psy ou l'assistante sociale. Tout me paraissait urgent. Tout me paraissait utile pour les autres. Et ce qu'il a fallu que je remette en place, avant de m'écraser complètement au sol, c'est que les besoins des autres, les besoins des élèves, les besoins de mes collègues, les besoins de l'équipe, les besoins des parents d'élèves, ne pourraient en aucun cas résoudre mes propres besoins. Je ne peux pas compter sur le fait de satisfaire et de faire plaisir à l'équipe, à mon patron, à ma belle-mère, à mes parents, à mes élèves, à mes filles, à mon partenaire, si je ne prends pas un minimum en compte mon degré d'énergie, de satisfaction et de besoin. C'est impossible de faire des oui à tout le monde en m'oubliant moi, parce que quand on dit oui à tout le monde, c'est comme si on disait non, tes besoins ne sont pas importants, non, tu peux attendre, non, tu ne mérites pas d'avoir du plaisir, non, tu verras plus tard. Est-ce que vous voyez se réinstaller un peu le déséquilibre qu'il y a eu entre tout faire passer ce qui concerne les projets des enfants, des maris, des partenaires, des familles, des belles familles, du travail, des collègues, au détriment de nos propres besoins à nous. Et on a été beaucoup à le vivre, que ce soit professionnellement ou personnellement. À un moment, on se dit, mais je fais tout pour tout le monde, je fais tout ce qu'on me demande, je dis oui à tout, j'aide tout le monde, et moi non. Je m'oublie, je suis en bas de la liste, je suis dans un état déplorable, je ne prends plus soin de mes besoins, et je m'en veux non seulement à moi, mais je serais presque capable d'en vouloir aux autres de ne pas faire pour moi ce que je fais pour eux. Et ce moment qu'on a tous eu, de se dire « mais quand même, je fais tout pour les autres et les autres ne font même pas la moitié de ce que je fais pour eux ». À votre avis, est-ce que ça nous rend service de penser ça, puisque nous-mêmes, à notre tour, on est en train de demander aux autres de prendre en considération nos propres besoins et nos propres émotions, alors qu'on est incapable de le faire de nous à nous. On est incapable de se remplir notre propre réservoir d'amour, d'énergie, de détente, de repos, de persévérance, de projet et de joie, et on reproche aux autres de ne pas le faire pour nous. On ne prend plus du tout la responsabilité émotionnelle de notre propre satisfaction de besoin, et on en veut à l'autre de ne pas le faire. Et c'est pour ça que je vous explique que dire oui ou dire non, ça va se jouer à ce niveau-là. Est-ce que je suis à jour de mes propres besoins, moi, avant de dire oui à quelqu'un d'autre? Et auquel cas, je peux me permettre de scanner rapidement mes besoins en me disant, si je lui dis oui, ça ne me met pas en difficulté, je suis à l'aise avec le fait de lui dire oui, je ne lui reprocherai pas de lui dire oui à cette personne, ou au contraire, si je lui dis oui, je vais me planter une épine dans le pied parce qu'en lui disant oui, je vais renoncer peut-être à un projet de ma liste, je vais me mettre en retard pour quelque chose de personnel, ou je vais m'empêcher de m'accorder du temps de qualité de moi à moi. Mais si je ne suis pas consciente de tout ça, si j'oublie de nourrir mes besoins en premier, si j'oublie de faire des tequils avec moi-même, je risque de faire porter la responsabilité de ma propre insatisfaction à l'autre. Je risque de lui dire oui en me disant non à moi-même. Donc la tendance, qui est compliquée, j'entends très bien que ce que je vous dis
peut être très facilement compréhensible pour le cerveau. Par contre, pour le passage à l'action, ça demande peut-être un accompagnement plus long. C'est ce qu'on fait dans Emotizen aussi, de reformuler toutes nos pensées étincelles une par une pour pouvoir les désactiver et voir comment elles sont arrivées là, et pour pouvoir passer à l'action ensuite du « je pose des actes, je pose des paroles » qui mettent en valeur aussi bien mes besoins que le lien que j'ai avec mes proches. Donc quand je commence à dire oui à quelqu'un, je peux m'arrêter et me dire, en disant oui à cette personne, est-ce que mes besoins sont suffisamment nourris ou est-ce que je crée un déséquilibre avec ma vie intérieure? Est-ce que je vais peut-être regretter d'avoir dit oui par rapport aux conséquences que j'anticipe de ce oui? Et quand je sens que ce oui est déséquilibré, est-ce que je vais être capable de me reformuler comment lui dire non sans passer pour quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à moi et qui me favorise? Parce que voilà une pensée étincelle qui nous revient très régulièrement aussi, c'est « mais qui il va penser que je suis si j'ose lui dire non alors qu'il me demande ce service ?» Est-ce que je vais admettre que mon enfant qui me demande « Maman, est-ce qu'on peut aller manger une glace ?» avec ses petits yeux pleins d'amour et sa petite bouille pleine d'amour, quand je vais lui dire non, il va être tout triste. Est-ce que je vais assumer la tristesse de mon enfant? Est-ce que je vais assumer que dire non à mon enfant, c'est, en reformulation positive, lui permettre peut-être de finir son jeu, de passer un moment de qualité à la maison, d'avoir un équilibre alimentaire peut-être plus structuré par rapport à tout ce qu'il a déjà mangé comme glace cette semaine, etc. Voir le plaisir de l'enfant, c'est toujours agréable de comparer nos flammes positives. Que ce soit notre enfant, notre partenaire, on aurait envie spontanément de dire oui. Mais ce oui cache des conséquences, ce oui cache des ambivalences sur la satisfaction de nos besoins. Et dire non à quelqu'un est parfois inconfortable sur le moment, mais sur le long terme peut nous permettre de nourrir d'autres besoins, des besoins qu'on a soit évalués de nous à nous, soit qu'on a projetés sur notre enfant en sachant un petit peu comment élever notre enfant sur le long terme. Nous, on a une visibilité à long terme quand on lui dit non, qu'il ne peut pas avoir, puisqu'il est jeune, il n'a pas encore la notion du temps, on en parlait dans l'épisode 59, ça se construit, la notion du temps, et quand il a encore cette construction un peu fragile du temps, il sera frustré, il sera déçu, il sera triste. C'est passager. Je peux me reformuler que quand je dis non à mon enfant, je dis oui sur le long terme à sa santé, à son équilibre, à son autonomie, à sa connaissance de ses émotions, etc. Donc l'outil de la reformulation positive, il est très puissant. C'est un des outils qu'on voit dans le module 3 d'Emotizen avec les mamans que j'accompagne. Cette notion de reformulation positive, elle peut nous servir aussi bien dans l'éducation de nos enfants que dans notre vie intérieure, personnelle, professionnelle, amoureuse, parce que quand on met en lumière tous ceux qu'on va accepter avant de poser l'action, tout ce que ça va nourrir comme élément en nous, ou tout ce que ça va apaiser comme émotion et comme flamme en nous, va nous faire nous sentir beaucoup plus forts au moment de dire non à l'autre. Donc c'est ce que je vous encourage vraiment à faire, que l'empathie qui va nous bloquer quand on pense que l'autre va être déçu, elle peut être redescendue par le fait de se dire « je sais pourquoi je dis non, je sais quelle vision j'ai à long terme pour mon enfant, pour mon couple, pour mon équilibre professionnel, et quand je vais poser ce non, je serai alignée avec ce qu'il représente pour mes valeurs, pour mon équilibre intérieur et pour ma compréhension de mes propres besoins. Et je ne vais pas considérer que l'autre connaît mes besoins. Je ne vais pas considérer que l'autre a compris pourquoi je lui disais non. Peut-être qu'il ne comprendra pas pourquoi je lui dis non. Peut-être que lui ne trouvera pas ça juste, mais ça c'est son problème dans sa cheminée à lui. On ne va pas se tenir comme responsable de ce que l'autre accueille quand je lui dis non. Même si on aimerait bien parce qu'on a envie d'être gentil avec tout le monde et qu'on a envie d'être empathique avec tout le monde. Donc prenons l'importance sur à quel besoin je réponds en disant non, à quel besoin je renonce si je disais oui. Et de la même façon qu'on a posé les règles de vie dans l'épisode 22, on va essayer de co-créer une formulation qui explicite à l'autre pourquoi on a dit oui,
qu'on lui donne un peu nos limites, nos ressentis dans une forme de cohérence, en lui disant « Je comprends que tu aurais envie de ça, je comprends ta demande dans tel ou tel sens, et je te réponds que moi, en ce moment, j'ai telle ou telle chose à avancer, à régler, à ressentir, à processer. Vous pouvez choisir les mots que vous voulez en disant « J'ai bien entendu ce que tu me proposes, mais je dis non pour telle ou telle raison. » C'est plus une explicitation qu'une justification. Je dis non parce que sur le long terme, je pense ça. Pour mon équilibre, je pense ça. Pour protéger la relation ou l'équité ou la sécurité de l'enfant, je pense ça. Et quand je vais admettre l'émotion que ça peut créer chez l'autre, quand je vais admettre que peut-être sa flamme sera désagréable et qu'il y aura des conséquences pour sa vie, j'admets aussi par là même que je peux être un déclencheur dans la cheminée de l'autre. Et ça fait partie de la vie, en fait. À chaque instant dans notre journée, on peut aussi être le déclencheur d'une émotion chez quelqu'un d'autre. Et on n'a pas à en être responsable, on va juste admettre que notre vie, notre action, notre façon de vivre notre vie peut être à l'origine d'émotions désagréables chez les autres autour de nous, dont on ne sera pas foncièrement responsable. Est-ce que ces notions vous paraissent facilement accessibles, compréhensibles? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur Instagram ou sur Facebook. Ça me paraît très important quand on devient parent d'avoir cette notion-là avant de pouvoir dire non à l'enfant. J'ai partagé plusieurs fois dans les rooms que certaines mamans n'arrivent pas à dire non à leurs enfants parce qu'elles ont peur que l'enfant ne les aime plus ensuite. Que l'enfant soit tellement triste qu'ils disent « t'es méchante, je ne t'aime plus, t'es plus ma maman ». Et en fait, cette immaturité émotionnelle, cette non-connaissance de la cheminée des émotions de l'enfant, elle est complètement justifiée parce qu'on ne nous a pas appris ces outils-là. On ne nous a pas appris à dissocier le déclencheur de la flamme. On ne nous a pas appris à comprendre les pensées étincelles et à savoir comment agir une fois qu'on a compris quelle flamme était dans notre cheminée. Donc vraiment, c'est tout l'objectif du processus émotizen, c'est de vous donner les clés pour que quand votre enfant est triste ou quand vous êtes triste, vous soyez conscient de ce qui se passe dans sa cheminée ou dans votre cheminée pour préserver le lien entre vous deux, pour ne pas croire qu'un enfant est triste parce qu'on lui a dit non. Il n'est pas triste parce qu'on lui a dit non, il est triste parce que sa flamme, dans sa cheminée des émotions, a réagi avec une parole qu'on a posée. On a posé une parole qui était un non. Mais il n'est pas triste à cause de nous, il n'est pas triste et il ne nous aime plus à cause de nous. Tout ça est un raccourci qu'on fait quand on n'a pas encore ces outils de la cheminée des émotions, de l'arc-en-ciel des besoins et de la reformulation positive, notamment parmi les autres outils. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous sur les réseaux pour avoir d'autres angles de réflexion. Sur le côté dire non à son enfant, vous avez sans doute entendu ça sur Internet, que dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Je vais vous le redire autrement. Quand je dis oui à quelqu'un, parfois je suis en train de dire non à une de mes rayures qui clignotent sur mon arc-en-ciel de besoin. Donc quand je dis oui à quelqu'un, je dois m'assurer avant que ça ne mettra pas en péril ma propre compréhension de mes besoins, de ma propre compréhension de ma cheminée, parce que sinon c'est comme si moi, je me sabotais dans ma vie intérieure, dans ma vie personnelle et dans ma vie quotidienne. Si je veux faire alliance sur le long terme avec moi-même, je dois être conscient à chaque instant que quand je dis oui, il y a des conséquences pour nous deux, bonnes ou mauvaises. Quand je dis non, il y a des conséquences pour nous deux, bonnes ou mauvaises. De quel côté de la colonne j'ai envie d'être? Est-ce que j'accepte que mon non puisse décevoir l'autre? Est-ce que j'accepte que mon oui puisse faire plaisir à l'autre, mais me desservir moi sur le long terme? Voilà pour la théorie. Donc, faire cette clarté dans les conséquences, si je dis oui, si je dis non, ça peut se faire vraiment à l'écrit. C'est sans doute le plus simple. Quel est le choix que j'ai envie de faire? Quelle est la décision qu'un adulte ferait sans prendre en compte l'émotion de l'autre? Quelle est ma façon de poser mon autorité et peut-être de le reformuler?
sachant que l'envie de l'enfant n'est pas forcément son besoin, que mes limites de parents ont à être prises en compte aussi comme un compromis. Je ne vais pas être inflexible, mais je ne vais pas tout laisser passer. C'est toute la difficulté d'une parentalité bienveillante. On n'est ni dans le laxisme, ni dans l'autorité à tout prix, l'autoritarisme. On est dans des compromis permanents entre je peux te dire oui à ça, mais à ça je te dis non. Je te dis non à ça, mais à ça je te dis oui. Donc de jouer avec cette notion du oui et du non, parce que la vie est ainsi faite qu'on peut admettre une partie d'activité à cet endroit-là, à ce moment-là, mais dire non à d'autres moments et à d'autres endroits. Donc le pouvoir de l'adulte de décision est un pouvoir à manier avec souplesse, avec communication orale de manière un peu détachée des émotions. Et je sais à quel point c'est difficile, parce que quand on est en pleine flamme d'émotions, on a du mal à parler de manière calme et posée, parce qu'on croit, à tort, que l'enfant va mal le prendre. On va croire à tort que notre phrase est portée vers quasiment une attaque vers l'autre personne à qui on dit non, alors que notre phrase est juste l'expression de ce qu'on vit intérieurement et de ce dont on a besoin. Pour plus d'aide, on peut faire un scan de votre cheminée des émotions ou de votre arc-en-ciel de besoins et on peut essayer de mettre en place ensemble un plan d'action pour que vous soyez plus à l'aise à l'idée de savoir dire non, plus à l'aise à l'idée d'affirmer en fait vos besoins et vos envies sans vous sentir redevable, sans prendre en charge l'émotion de l'autre, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu aussi. Je n'en suis pas complètement sortie. J'ai encore parfois du mal à dire non. Et ce qui m'aide beaucoup à dire non, c'est vraiment rester sur ma colline, voir la situation en prenant en compte à la fois les besoins de l'autre, mais aussi les miens, et de ne pas toujours me faire passer après les autres. J'ai une formatrice en communication non violente qui avait un badge qui s'appelait « Moi d'abord ». Donc elle nous l'a montré en début de formation. Ça nous avait beaucoup amusé parce qu'on trouvait ça exagéré de se faire passer en « moi d'abord ». Mais vous connaissez l'exemple du masque dans l'avion. Avant de sauver nos enfants, on doit d'abord mettre notre masque. Avant de pouvoir arroser les plantes, on doit d'abord remplir notre arrosoir. De la même façon, avant de dire oui à tout le monde, on doit vérifier que nous, on s'est bien dit oui à tout ce qui clignotait sur nos propres rayures. On peut verbaliser nos raisons, on peut expliquer pourquoi pour nous c'est important de dire oui, pourquoi pour nous c'est important de dire non. Si vous avez envie de pistes pour reformuler en CNV, je vous invite à réécouter l'épisode 27, Dialoguer en communication non violente, et l'épisode 41, sur l'expression dans le couple parental des limites de chacun, parce que ça joue beaucoup aussi sur la répartition. Si on a quelqu'un à qui déléguer, on va pouvoir proposer un compromis différent en disant « moi je te dis non pour cette sortie, mais demande à papa s'il peut le faire avec toi » ou « moi je te dis non pour cette réunion chez ta copine, mais demande à tata si elle peut t'emmener ». On peut rediriger dans un non vers une solution possible, vers un compromis. C'est toute la nuance qu'il y a. On n'est pas obligé de dire non, point, et on s'en va. Il y a vraiment une co-construction à faire après le non. Si on dit non, c'est que ça a un sens pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme définitivement la porte à l'idée initiale. Ça veut dire qu'on encourage l'enfant, le partenaire, le collègue ou l'ami de trouver une autre stratégie pour nourrir son propre besoin, de trouver une autre lamelle sur son éventail, peut-être plus créative, peut-être que ce sera moins direct, parce que quand nous on a dit non, c'était peut-être sa première proposition et qu'il n'avait pas encore pris un plan B, peut-être qu'il n'avait pas envisagé notre non et que ça va lui demander des ressources différentes, une créativité différente, mais indirectement, ça va lui permettre de réfléchir à d'autres options pour la prochaine fois ou même pour cette fois-ci. Donc on peut se reformuler aussi en reformulation positive que dire non à quelqu'un lui permet de trouver d'autres accès, d'autres idées, d'autres stratégies, non pas pour savourer cette idée de « je te mets dans la difficulté, t'as qu'à trouver autre chose », c'est pas vraiment un ananaire « j'ai raison et tu as tort », c'est plus voir tous les bénéfices qu'on aurait aussi à dire non,
Quand on dit non à quelqu'un, ça a d'autres bénéfices, ça n'est pas que le décevoir, ça n'est pas que le rendre triste ou que le mettre en colère. Ça, c'est parce qu'on a très peur de décevoir et de rendre triste les autres, mais en réalité, ça peut être une opportunité pour lui d'entendre ce non et de faire autrement. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de dire oui tout de suite ou de dire non tout de suite, essayez de voir quels sont les enjeux cachés derrière, vers quelle émotion ça vous porte. Est-ce que vous avez peur d'être déçu, de décevoir? Est-ce que vous avez peur d'être dans le plaisir pur pour lui et pas pour vous? De faire un petit peu la part des choses sur le prochain non que vous allez avoir à dire. Si ça concerne les règles de vie, je vous encourage à réécouter l'épisode 22 pour savoir comment on crée une règle de vie avec nos enfants. Et puis si ça concerne un autre adulte, de voir quels sont tous les bénéfices que vous avez à dire non, parce que pendant ce temps-là, où vous n'allez pas faire le service qu'on vous demande, vous allez peut-être prendre du temps de qualité avec vous-même pour nourrir vos propres besoins. Donc le compromis, la redirection de l'attention, accepter que l'autre en face aura dans sa cheminée des émotions quoi qu'il arrive, qu'on dise oui ou qu'on dise non, il y aura un effet sur les autres autour de nous. C'est le chemin de la vie, c'est le jeu de la vie humaine. Je ne suis pas responsable de la déception, de la colère, de la tristesse, de ce que l'autre comprend quand je vais lui dire non. Et je ne suis pas non plus là pour prendre soin de tous les besoins des autres avant les miens. Voilà pour ce petit refresh qui concerne pas mal d'outils que je vous ai déjà présentés dans le podcast. Si ça vous est vraiment utile, merci de mettre des étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis pour donner envie aux autres parents de l'écouter. Si ces offres vous intéressent, rajoutez-moi sur les réseaux. Je serai ravie de vous faire participer à des scans ponctuels. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.